librairie L'Écuyer, fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Bonjour. Aujourd'hui, nous vous présentons Julie de Blois qui vient nous présenter son livre dont le titre est « Regardez devant ». Elle nous raconte son parcours. Bonjour Julie. Bonjour Micheline. Bon, le livre, d'abord au départ, je trouve la couverture très belle et très intéressante et tu nous dis que c'est toi, de dos, qui regarde en avant. Donc, ça va tout à fait avec le titre de ton livre. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? Bien, dans le fond, mon livre, c'est vraiment une histoire de résilience. Puis ça raconte mon histoire à moi, dans ma trentaine, parce que j'ai eu à affronter des événements assez particuliers, assez difficiles. Tout le monde en vit. J'ai eu ma part, moi aussi. Donc, à l'âge de 30 ans, j'ai perdu mon conjoint qui avait un cancer de la langue et je l'ai accompagné jusqu'à la mort. Donc, j'ai été proche aidante pour lui. Je l'ai accompagné là-dedans. Quelques années plus tard, c'est mon père qui est décédé d'un cancer. Donc, j'étais très près de lui. J'ai eu des belles conversations avec lui également. Mon père qui était un grand sage. Donc, il m'a beaucoup apporté aussi, moi, à travers ces événements-là. Oui. Et moi-même, quelques années plus tard encore, là, tout ça, en l'espace de finalement 7 ans, là, j'ai eu un diagnostic de cancer en 2015 qui m'a aussi amené à me questionner sur la vie, puis qui m'a aussi, je pourrais dire, tout ce que j'avais vécu précédemment avec mon conjoint et mon père, ça m'a aidé à passer à travers mon histoire également. Donc, c'est une histoire de résilience où est-ce que je veux partager avec les gens ma façon à moi, ma façon propre à moi, de passer à travers les événements difficiles. De surmonter tous ces problèmes-là. Absolument. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus détaillé, disons, de ton parcours, là, de ces 7 années-là? Là? Oui, bien, à 30 ans, c'est mon conjoint avec qui, justement, on avait des beaux plans de vie. Hein? On venait d'acheter un condo ensemble. On n'avait pas encore aménagé ensemble quand l'histoire est arrivée. C'était acheté sur plan, là? Sur plan. On l'avait acheté sur plan et on devait emménager 1 an plus tard. Mais entre-temps, on a appris qu'il avait le cancer de la langue. Au départ, ça devait être juste une chirurgie de la langue, radiothérapie, puis ensuite, tout est beau. C'était correct. C'est derrière nous. On aménage dans le condo, puis on commence notre vie à deux. OK. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça a été. Il a eu sa chirurgie, il a eu sa radio. Mais dans les mois qui ont suivi la radiothérapie, plutôt que de reprendre des forces, il descendait. Ça déclinait. Il déclinait. Et là, on est allé à l'hôpital consulter, il a passé beaucoup de tests et on a appris qu'il avait des métastases partout dans son corps. C'était pas juste, dans le fond, un cancer de la langue. Ça s'était répandu à ce moment-là et il était trop tard pour remédier à ça. Donc, il a eu de la chimio, mais plus pour étirer sa vie, si on peut dire, que de le guérir. Que de le guérir, oui. OK. Donc, quand on a appris qu'il y avait des métastases, on s'est aussi fait dire que c'était terminé, dans le fond. Là. Il y en avait pour quelques mois, peut-être un an. Dieu. C'était pas long, quelques mois? Non, quelques mois à 1 an tout au plus, dépendamment de sa condition et sa résistance à tout ça. Là. Oui. Donc, on est retourné à la maison. On n'avait pas encore aménagé dans le condo, donc il est venu chez moi. Et c'est à partir de là que j'ai été proche aidante pour lui. Donc, j'ai appris beaucoup à cette époque-là. Il a été malade combien de temps là, après cette chirurgie-là? Bien, disons entre le moment où il apprend qu'il a le cancer et son décès, c'est environ une dizaine de mois. Et c'est court! Oui, c'était très rapide. Puis, en le moment où est-ce qu'on apprend qu'il a des métastases et qu'il décède, je dirais 2 mois et demi, 3 mois. Mon Dieu! Oui. Ça a été extrêmement court. Ça a été très rapide. Pour se faire à l'idée pour lui, mais pour toi aussi. Absolument. Hein? Surtout à cet âge-là. C'est ça, on s'y attend pas. Absolument pas. Moi, j'avais des projets à long terme, bien entendu. C'est sûr, c'est normal. On allait emménager, fonder une famille, qui sait là, où est-ce qu'on s'en allait avec tout ça. Mais moi, c'était mon partenaire de vie. Donc, à 30 ans, c'est pas naturel de vivre quelque chose comme ça. Donc, ça a été un grand choc, effectivement. Ça a été un coup de poing au visage, qu'on pourrait dire. Là. Donc, d'absorber tout ça, mais en même temps, de devoir aider l'autre dans tout ça. Hein, parce que Martin déclinait énormément. Il était couché 20 heures sur 24. Il était gavé en gastrostomie, donc il ne mangeait pas par la bouche.
Il y avait des médicaments. C'est toi qui faisais tous ces soins-là, oui. là? Moi, je faisais tous les soins à la maison, 24/7, et j'avais de l'aide du CLSC, les médecins, physiothérapeutes, travailleurs sociaux qui passaient à la maison, là. Mais c'est moi qui s'occupais de lui, là, à temps complet, à temps plein. Puis tu disais que vous aviez acheté un condo ensemble, mais que le condo n'était pas prêt. Est-ce qu'il a pu en bénéficier du condo? Il a pu y aller? Malheureusement, il n'a pas pu y aller. Martin est rentré en soins palliatifs en juin 2008 et le condo, on l'avait le 2 juillet 2008. Ah, mon Dieu! Il est décédé le 20 juin. Fait que moi, quand je suis rentrée, quand j'ai déménagé, là, Martin n'était pas là. Il n'a pas pu le voir non plus, à part sur caméra. J'étais allée le filmer, moi, quand on a pu aller visiter. Pour qu'il puisse le voir. Pour qu'il puisse le voir, en espérant qu'il y aurait l'occasion d'emménager pour quelques semaines ou mois. Mais ça n'a pas été le cas. Il est décédé. Puis toi, quand t'es entré dans le condo, ça devait être tout un choc, ça devait être très difficile. Comment tu as fait pour surmonter ça? C'est des émotions très mitigées parce que d'un côté, j'entrais dans un nouvel environnement où Martin n'avait jamais mis les pieds. Ah oui, c'est vrai. Et moi, j'ai choisi de le voir comme ça. C'est vrai. Je me suis dit, dans le fond, j'ai pas de souvenir ici. Pas que je voulais plus de souvenir de Martin. Non, mais tu n'avais pas de souvenir de sa maladie. Oui, je peux pas comprends. l'imaginer au salon, dans le bureau, dans la cuisine, en train de cuisiner avec moi, dans cet environnement-là. Il était pas allé. Fait que pour moi, c'est un petit peu le bon côté. Quand tu essaies de trouver les bons côtés de chaque chose, là, ça, c'était un peu ma façon à moi de dire, bon, bien, au moins, j'ai pas de souvenir ici de Martin qui vont me rendre triste. Oui. Je vais pouvoir rebâtir une vie à partir de zéro. Ben oui. C'est une façon une manière de s'en sortir. Absolument. Aussi, hein, parce que sans ça, si tu t'étais complu dans le fait qu'il n'est pas là puis que tu étais supposé être là, tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas. Fait que c'est une façon pour moi peut-être de me protéger aussi, puis c'était ma façon de le voir puis de construire ma perception de l'événement, là. Mais c'était une très bonne façon de surmonter ce problème-là. Absolument. Puis là, tu as parlé du cancer de ton conjoint. Là, il y a le décès de ton père. Oui, qui a suivi quelques années plus tard. En fait, mon père a eu son diagnostic de cancer à peu près en même temps que Martin. Donc, pendant que Martin faisait de la chimiothérapie, mon père en faisait aussi, lui, à Thetford. Ah oui. À peu près en même temps. Ton conjoint, lui, c'était à Québec? On était à Montréal, nous. À Montréal? Oui, ah, OK. Oui. Fait que les deux, étaient dans cette situation-là. Mon père, c'est un cancer du sang, un syndrome extrêmement rare qu'on appelle le syndrome de Van der Stroom. Ah, je connaissais pas. C'est 6 personnes sur 1 million. Oh mon Dieu Seigneur, c'est vrai que c'est rare. C'est très rare. Et en plus, chaque personne a son propre traitement. On ne peut pas traiter 2 personnes de la même façon. Il faut faire des tests, il faut essayer des choses. Oui? Il y a différentes chimios qui existent pour ça. Alors, mon père, il avait une certaine recette de chimio qui fonctionnait bien pour lui. Chimio quand même assez légère, qui rétablissait son état de santé. Donc, lui, il faisait des chimios. Après ça, il était correct quelques mois, quelques années. Il retournait. Ah oui? Donc, il a pu vivre comme ça, là, à peu près 7 ou 8 ans, là. OK. Puis il est décédé, là, 5 ans après Martin, là, des effets de ce cancer-là. Toi, quand tu dis que tu l'accompagnais, tu allais chez toi, je présume, là, aider à ta mère? Oui, je rendais visite régulièrement à ma mère. Puis dans la dernière semaine, ma mère m'a appelée puis elle m'a dit, bien là, ça serait peut-être temps que tu viennes parce que, bon, ça se dégrade. Donc, j'ai passé toute la dernière semaine auprès de mon père. Puis à échanger avec lui. On a eu des beaux moments. Mon père était très, très, très serein avec tout ça. Mon père n'a jamais voulu à la vie. C'est un bel exemple aussi de résilience depuis toujours. Depuis que je suis petite, là, mon père, ça a toujours été d'une grande résilience, d'une grande sagesse. Donc, sa façon de voir sa propre maladie était très inspirante. Il n'en a jamais voulu à la vie. Il a toujours dit qu'il était comblé par la vie qu'il avait vécue, que si ça devait arrêter là, bien, ça allait arrêter là. C'est peut-être pour ça que toi aussi, tu as autant de résilience. C'est probablement... Ça vient pas du voisin. Non, ça vient pas des voisins. Puis je me souviens qu'un jour, cette fois-là, quelques jours avant son décès, j'avais 35 ans, puis je lui avais dit, papa, j'ai juste 35 ans. Je peux pas perdre mon père à 35 ans. J'ai pas encore d'enfant, j'ai pas de vie de famille. Je veux que tu vois ce qui s'en vient pour moi, puis on pourrait avoir encore plein d'années. Puis il m'avait dit, tu sais que Julie, il y a des enfants qui perdent leur père à 5 ans. Ouais. Toi, tu m'as vu. Tu m'as eu pour toi. 35 ans. 35 ans. C'est vrai. Question de perception encore. Encore une fois, pour le même événement, on avait 2 perceptions différentes. Puis dans le fond, à la fin, c'est une question de choix, de choisir comment je vais la voir, moi, cette situation-là. Mais toutes les situations sont comme ça, dans le fond. C'est toujours comment tu les perçois. Absolument.
la maladie, le deuil, La séparation, le divorce, oui, la pandémie. la pandémie, c'est On peut ça. en parler aussi. C'est ça. À la fin, c'est une question de perception, mais c'est nous qui choisissons cette perception-là. On a toujours le choix de le voir noir ou de le voir blanc. C'est difficile, je dis pas que c'est facile, là. Non, non. Mais il faut essayer de se dire, bon, bien, la situation est comme ça. Maintenant, je fais quoi? Je me roule en boule puis je pleure? Ou je me lève debout puis j'avance avec ça? C'est Parce que ça. de toute façon, l'événement est là. L'événement, il est là, puis il ne changera Absolument. pas, l'événement. Il va Non. rester là. Oui. Fait que c'est comment toi, tu le reçois, comment toi, tu l'envisages, comment tu te comportes vis-à-vis de Oui, l'événement. comment tu décides de te Oui. comporter Oui, vis-à-vis de ça, tu sais. Puis mon livre, c'est exactement ce que j'essaie de transmettre comme message. C'est qu'à chacun de ces événements-là, j'ai décidé d'en faire ce que j'en ai fait. J'ai décidé de rester debout, de regarder devant aussi, puis de focusser sur ce que j'avais, pas sur ce que j'avais pas. ouais. Puis de regarder en Ça, c'est avant, bien, pas en ça. arrière, de prendre ce qui existe. C'est ça, regarder devant, ton titre est là, hein? Oui, Bon, on a parlé de 2 événements, mais il y en a un autre qui t'a touché personnellement, Ouais. puis dont je voudrais qu'on parle. C'est toi qui es Ben atteinte oui. d'un cancer. oui. Alors moi aussi, j'ai eu mon diagnostic de cancer 2 ans après le décès de mon père. OK. Donc, j'avais passé des tests de routine, tout simplement. Puis mon médecin de famille m'a annoncé que, bon, il y avait quelque chose de peut-être anormal. Donc, j'ai fait des tests plus avancés, plus poussés. Oui. Et c'est là que j'ai appris que j'avais le cancer du col de l'utérus. Là, j'avais 38 ans à ce moment-là. Là. Donc, j'ai rencontré Toi, les quand oncologues. tu l'as appris, toi, comment tu as réagi pour toi? Bien, c'est sûr. Écoute, je dirais que ça a été moins un choc que quand j'ai appris pour Martin. Ah oui? Quand j'ai appris que Martin il restait juste quelques mois, ça a été là, comme dans l'annonce publicitaire, hein, où est-ce qu'on apprend que quelqu'un a un cancer. Je ne sais pas si tu te souviens, là, tout le monde j'allais dire garoché, mais tout le monde se retrouve sur le dos et propulsé vers l'arrière. C'est un gros, gros choc pour la famille. Ça, je l'avais vécu avec Martin puis avec mon père. Ah oui? Puis pour toi, non? Non, moi, je sais pas. Je me suis dit, ça va se régler, il y a des Est-ce que solutions. parce que pour toi, c'était pas tout à fait la même perspective? Il y avait une perspective de guérison, de soins possibles, Ouais. tandis que pour ton conjoint, c'était pas possible, puis ton père, plus ou moins non plus? là? Probablement. Moi, je me doutais que ce ne serait pas aussi dramatique qu'avec mon père et mon conjoint. Puis on dirait que je sais pas, là, j'avais tellement vécu des événements comme ça que c'était à mon tour, puis on va passer à oui? travers. Là. Ça n'a pas été un grand drame dans ma vie. Ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est toujours l'attente. L'attente des résultats. Ah, L'attente OK. de savoir si c'est correct. L'attente de savoir ça va être quoi la prochaine étape de traitement. L'attente de savoir que c'est derrière moi. Moi, l'attente, je trouvais ça bien difficile à gérer. OK. Là. Parce que là, c'est toi. Là. Est-ce qu'ils vont me dire que je suis au Plus stade 4? difficile, tu as trouvé plus difficile l'attente que l'acceptation? Ah oui? Oui, oui. Ah, mais Ça s'explique pas, mais c'est Non, comme c'est ça de que même. je l'ai vécu. Eh ben. Oui. Puis après que tu as su que tu avais un cancer, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Tu as eu des traitements? As-tu... Moi, j'ai eu une chirurgie, dans le fond. OK. Donc, j'ai juste eu la chirurgie. J'ai été quand même chanceuse. J'ai été pris à temps. Oui. Même s'il était quand même assez agressif, qu'on m'a dit, il était pris à temps. OK. Donc, j'avais juste la chirurgie. Pas de chimio, pas de radio, pas de curithérapie non plus. Là, juste la chirurgie. la Et ensuite, c'était chirurgie, derrière puis moi. après ça, la convalescence, c'est Oui, tout? c'est tout. Puis c'est revenu à la normale. Je suis revenue à la normale. Avec Bon. des suivis chaque année avec mon oncologue, que je fais encore, mais Ouais. tout est beau, tout est derrière moi. Là. Bon. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a décidé maintenant? Là, on change de perspective après avoir raconté les drames de ta vie, Oui. dans le fond. Qu'est-ce qui t'a décidé, toi, à finalement écrire un livre? Faut dire qu'écrire un livre, c'est un rêve que j'avais depuis toujours. Ça fait très longtemps que je veux écrire un livre. Ah oui? Puis quand j'ai vécu les événements avec Martin, déjà, je me disais un jour, il faudrait que je le raconte. Mais j'étais peut-être trop proche de l'événement pour le faire. OK. Mais j'écrivais déjà pour moi sur ce que je vivais avec Martin, ma façon tu de voir prenais des ça. notes, Je prenais déjà oh. beaucoup de notes pendant que j'étais avec Martin, mais après aussi dans le deuil. J'ai OK. toujours gardé beaucoup de notes sur ce que je vivais. Quand moi, j'ai eu mon diagnostic de cancer, j'ai écrit un blog aussi pour partager ce qui m'arrivait OK. avec les gens. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup d'écrits. Et quand la pandémie est arrivée, c'était très tranquille du côté professionnel. J'avais une couple de mois là, où ça ne bougeait pas beaucoup, puis je voulais vraiment faire quelque chose de mon temps. Je voulais être productive, je voulais être constructive. C'est encore une question de choix, hein? Oui, oui, oui. C'est la pandémie, Tout le on est temps. confinés, je fais quoi? Bien, je vais être créative. Je vais écrire un livre. On va écrire un livre. C'est Pourquoi simple, pas? hein? On Un va petit écrire un projet livre. comme ça. Mais encore une fois, je pense que c'est un bel exemple, j'imagine, de résilience. Qu'est-ce qu'on fait avec un événement difficile? Bien, on fait quelque chose de constructif.
Moi, dans mon cas, je me suis dit, j'ai du temps, je vais écrire un livre. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai engagé une accompagnatrice à l'écriture qui m'a aidé un petit peu à structurer mon idée, mon filon. Mais j'avais déjà énormément d'écrits. Donc, la majorité du livre était déjà pas mal en place. C'était juste de la travailler en chapitres puis de mettre un fil conducteur, là. OK. Donc, je l'ai fait pendant la pandémie puis je l'ai lancé en 2021. Puis, combien de temps exactement ça t'a pris, là, à partir du moment où tu as pris la décision puis que le livre est sorti? En général, c'est assez long. Combien ça a pris de temps? Bien, dans le fond, en avril 2020, j'ai commencé le processus, puis je l'ai lancé le 2 mars 2021. Ah, mon Dieu, Fait que moins peut-être d'un 11 an? mois, moins d'un an. Puis là-dedans, moi, je l'ai peut-être écrit là, en 3 ou 4 mois. Là. Après ça, le reste, c'est plus choisir la photo, faire le montage, la mise en page et tout, là. Fait que, Puis à ce niveau-là, au niveau vraiment, comment je dirais, donc, structure de livre, puis publication et tout ça, est-ce que le processus est difficile? Est-ce que ça a bien été? Bien, moi, j'ai engagé, dans le fond, c'est une maison d'aide à l'édition, d'accompagnement à l'édition. Ah, OK. Donc, c'est pas une maison d'édition, c'est vraiment l'accompagnement. Donc, la personne, elle nous accompagne dans le processus, puis elle prend en charge beaucoup d'étapes. Donc, ça a très, très bien été pour moi. Puis après ça, tu rencontres une maison d'édition? Comment ça procède? Non, c'est juste la maison d'accompagnement à l'édition qui Ah, m'a c'est aidée eux dans autres qui l'édition. font Oui, ça? ils ont enregistré mon livre, ils ont fait les démarches là, qui sont plus techniques, Oui. que moi, je connais pas. Ils l'ont fait pour moi, dans le fond, là, tout Ah, simplement. OK. Puis après ça, on a fait un lancement là, virtuel. On devait faire un lancement ben oui, virtuel. ben J'aurais aimé oui. ça le faire avec ma famille et mes amis en personne, mais Oui. ça a été virtuel. Ouais. Puis ça fait pas longtemps, là, tu dis mars. Ça va faire un an, 2 ça va mars, faire un an. que je l'ai lancé. Bon. Ouais. Puis es-tu satisfaite des commentaires, des résultats? Absolument. Je suis vraiment contente parce que l'idée, c'était d'aider les gens qui vivent des moments difficiles, peu importe le moment, peu importe la situation, hein, pas juste là, les deuils. Puis j'ai eu des beaux commentaires des gens qui l'ont lu, ça leur a fait du bien. C'est une lecture qui se fait très facilement puis qui n'est pas trop lourde. Tu sais, les événements peuvent être un peu Même si on difficiles, pense que les événements, c'est pénible. mais j'ai de l'humour dedans. Ah, OK. Parce qu'il y a une partie où est-ce que c'est très spontané. Moi, quand j'ai eu mon diagnostic à moi, que j'écrivais mon blog, c'était à chaud, là. Je recevais un résultat, par exemple, là, j'écrivais comment je me sentais. Puis il y a de l'humour là-dedans. J'essaie d'aller chercher de la légèreté aussi, parce que c'est pas juste lourd. Des fois, il faut apprendre à alléger un petit peu, autant que faire se peut, là, les événements. Donc, mon livre, il se lit super bien. Fait qu'à ce niveau-là aussi, j'ai eu des beaux commentaires. Les gens ont souri, ont pleuré. Donc, ça crée plein d'émotions. Est-ce qu'il y en a qui t'ont, comment je dirais, qui t'ont écrit pour te raconter des faits personnels qui dans la même ligne que toi, tu as écrit, où il y a de la résilience? Oui, j'ai eu des beaux témoignages de gens qui l'ont lu puis que ça leur a rappelé des événements difficiles ou qui étaient en train de vivre des événements difficiles puis que le livre tombait à point. J'ai eu des beaux témoignages de ça aussi. Ça m'a beaucoup touchée. Ah oui, Ouais. OK. Ça veut dire que ça les aidait, dans le fond, à passer au travers, Oui. puis à se faire, comme tu disais tantôt, une idée positive de regarder en avant et non avant. pas de regarder en arrière. Oui. Dans le fond, c'est ça la résilience, hein? C'est ça. C'est de regarder positif. C'est Oui. ça. C'est d'être positif en toutes circonstances, peu importe la circonstance. D'essayer de trouver les petits côtés plus positifs de l'événement, même si c'est pas une Positif impression. de l'événement difficile, de l'événement ça. négatif, Oui. d'en sortir. C'est comme tu disais, là, de se rouler en petite boule dans le coin. C'est ça. Ça change rien. Non. L'événement, il reste là pareil. Oui. Puis si tu le prends de façon négative, il va continuer à te nuire Ou à à toi. tronger aussi. Ouais. Hein? Ça peut avoir des effets sur son état de santé psychologique, Oui. mental, physique. Même physique, oui. Absolument. Oui. Donc, c'est bon de prendre la décision de rester debout, justement, puis d'avancer à travers tout ça. Là. Bon, ben en tout cas, ça a été très intéressant. Je te remercie beaucoup. Merci, C'est Michel. une entrevue bien intéressante. Vraiment, merci. OK. Merci. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre d'Armelle Guilcher. C'est une auteure française. Elle est retraitée et elle vit en Bretagne, en France. Le titre, c'est « Ceux d'après ». C'est un tout petit livre de 200 pages et on est en 2050. Donc, il y a certaines choses là, que ça permet, mais ce n'est pas du tout science-fiction, là, inquiétez-vous pas.
Donc, Anaïs a 72 ans et elle se demande si ça vaut la peine de vivre sur une terre qui se venge continuellement de l'homme qui a épuisé ses ressources et l'a en partie détruite. Donc, vous voyez, là, par rapport ce qui se passe aujourd'hui au niveau du climat, bien, c'est quelque chose qui la touche aussi. Son mari est décédé et sa fille unique ne lui donne plus de nouvelles depuis un bon bout de temps. Elle est surprise d'être toujours en vie malgré les virus qu'il y a, puis malgré les nouveaux cancers qui arrivent et pour lesquels on n'a pas de remède. À un moment donné, un soir, arrive un individu chez elle parce que, avec les problèmes d'environnement, à Paris, parce que là, ça se passe à Paris au début, à Paris, les logements, il n'y en a pas beaucoup, puis il y a des règlements pour l'occupation des logements. Sa fille est partie, ça fait longtemps, son mari est décédé, donc elle est toute seule dans son logement. Ça fait qu'à un moment donné, le ministère du Logement l'oblige à héberger un individu. Et c'est un drôle de nom, il s'appelle Mars. Il arrive chez elle un soir. Au début, ils se parlent très peu. Puis finalement, bien, comme ils sont dans la même maison, puis elle n'a pas le choix de l'héberger parce que si elle ne l'héberge pas, on va augmenter de façon très importante ses taxes parce qu'elle occupe un espace trop grand. Vous comprenez, là, le 2050. Et elle a une propriété en Bretagne et elle commence à penser d'y retourner pour laisser la grande ville et tous les problèmes qu'il y a. Donc, elle en parle avec Mars à un moment donné et il lui offre de la conduire parce que faire la route, elle trouve ça trop long. Donc, il va la reconduire, mais quand il arrive pour la chercher au logement, il y a un petit bébé de 2 mois avec lui. Ça fait que là, il n'en avait jamais parlé. Ça fait qu'il lui explique que sa mère est partie puis qu'il n'a pas le choix de s'en occuper. Donc, il va la reconduire à son logement, mais pas à son logement, mais à sa propriété en Bretagne. Mais en s'en allant vers le trajet, bien, de temps en temps, il faut qu'il arrête. Et elle s'occupe du petit bébé. On s'aperçoit déjà là, qu'elle va l'aimer beaucoup, le petit bébé, puis qu'elle va en prendre soin. Puis, quand ils arrivent à sa propriété, il s'installe, elle trouve qu'il a apporté beaucoup de bagages. Et puis, le surlendemain, elle se réveille avec les cris du bébé. Elle va le voir et elle voit sur la table une lettre que Mars a laissée sur la table en lui disant qu'il retourne chercher la mère puis qu'il sait qu'elle va s'occuper du bébé. Il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé. Dans le temps qu'elle était à Paris, il y a un individu, un jeune, un ado qui s'était présenté chez elle en se présentant comme son petit-fils et en disant que sa fille était morte. Au moment où on nous le dit, là, dans l'histoire, ça n'a pas tellement d'importance, mais à la fin, ça revient et ça a une certaine importance. Donc, à ce moment-là, elle a écrit, quand elle était jeune aussi, un roman qu'elle n'a jamais publié. Et là, à un moment donné, ce roman-là est publié et il connaît beaucoup, beaucoup de succès, mais c'est pas signé de son nom. Fait que c'est toutes des intrigues là, qui se rejoignent et dont on va avoir l'explication à la fin. Je termine en vous disant, pour rêver, il ne faut pas fermer les yeux, il faut lire. Merci.